numéro 1. Super. Ben, merci de l'invitation, franchement. Bonjour, Amkoui. Écoutez, c'est pas la première fois que je viens chez vous, mais j'étais quand même agréablement surpris d'avoir votre invitation parce que, personnellement, je connais pas grand monde à Amkoui. J'aime dire que je suis un kidam d'Amkoui, donc quelqu'un qui se promène dans la rue, mais qu'on ne connaît pas. Mais en fait, à l'été 2016, je suis venu visiter le marché public du Matapédien. J'étais alors sur le conseil d'administration de l'Association des marchés publics du Québec. Donc, j'ai rencontré des gens du marché. D'ailleurs, je crois voir des visages que je reconnais, du moins de 2016, mais pour les gens qui sont dans la salle, qui s'occupent de près ou de loin, comme producteurs, comme bénévoles ou comme intervenants, qui soutient le marché matapédien. Merci beaucoup, en fait, de votre présence, mais aussi d'œuvrer pour la souveraineté alimentaire de votre territoire. Maintenant, je dirige l'association, puis ça me fait vraiment plaisir de compter la Matapédia, en fait, parmi les membres chez nous. Donc, c'est ça. Depuis 2017, je dirige l'Association des marchés publics du Québec qui réunit plus d'une centaine de marchés publics à travers l'ensemble de la province, en fait, dans tous les territoires, dans toutes les régions, hormis nord du Québec, mais peut-être que ça va venir un jour. Et c'est en fait des actions intéressantes de mettre sur une place publique la rencontre entre les consommateurs et les producteurs. Donc, c'est une mission qui nous tient à cœur. Dans le fond, la mission de l'association, c'est de promouvoir, mais aussi d'aider à créer, développer et consolider le réseau des marchés publics au Québec. C'est de plus en plus populaire et c'est sûr que je vous encourage à en fréquenter plus d'un à travers la période estivale, mais aussi à travers l'année. Grosso modo, bon, on a parlé de mes études, mais mon parcours dans l'agroalimentaire a commencé à Saint-Sévère, en Mauricie. C'est un petit village de 320 habitants, donc vous êtes 20 fois plus que Saint-Sévère, dans un vignoble qui s'appelle Domaine Evangelina. Saint-Sévère, c'est le village de mon grand-père, et j'ai beaucoup apprécié travailler là-bas. En fait, j'étais à ce moment-là en relation et droit international, donc vraiment décalé de la chose agricole. Et le fait de travailler avec les vignes et avec les gens qui la valorisent m'a beaucoup apporté. Il y a une belle poésie à travers la vigne, là. J'aime bien y penser d'un côté. Bon, c'est la vigne, ça va puiser à même le terroir ses propres saveurs. T'sais, on peut prendre une vigne autant d'ici, du même cépage qu'ailleurs dans le monde. Ils vont révéler des caractères distinctifs de notre terroir. Donc, je trouve ça très intéressant. Puis ensuite, le travail de l'artisan à raffiner la vigne, à raffiner en fait le raisin pour en faire du vin, qui nous apporte convivialité puis échange. Je trouvais que c'est un beau produit. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi beaucoup d'autres produits, mais la mélodie autour de la vigne était bien importante. Puis, pour reprendre une parole d'une chanson qui s'appelle « Vin nécessaire », un conteur de mon village qui est bien connu, à Saint-Élie-de-Caxton, il dit si, j'ai marqué ici, si Dieu n'avait pas voulu que l'on sème et que l'on boive du vin, il aurait fait des cœurs de pierre et des vignes amères. Donc, tenez-vous-le pour dit. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une conférence. J'ai fait un petit résumé, mais grosso modo, en fait, je vais vous parler de pourquoi manger local, c'est important et les stratégies à adopter pour manger local. Je vais faire un petit apport théorique sur les circuits agroalimentaires de proximité, simplement pour qu'on comprenne où sont les leviers puis où sont les stratégies adoptées pour manger local davantage. Et je vais vous parler aussi des défis, dont un qui est né dans cette région-ci, qui est particulièrement intéressant pour se mettre au défi et de manger local. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que ça signifie manger local? Premièrement, il faut reconnaître qu'on est des privilégiés. Je trouve ça quand même assez comique de venir de la Mauricie, c'est à peu près 6 heures d'ici, pour venir vous parler d'achat local et de manger local. Pas parce que c'est pas une mission qu'on partage partout à travers le Québec, mais simplement parce qu'il faut le considérer. Nous, on a la chance, quand on mange pas 3 repas par jour, c'est plus par manque de temps que par manque de denrées puis d'opportunités. En fait, là, on s'entend qu'on est dans une région du monde qui est pacifiée depuis longtemps et qu'il faut le reconnaître, manger local pour un Tchadien, c'est pas vraiment un défi, là. C'est qu'est-ce qui fait partie de sa vie de tous les jours. Et j'ai mis cette photo-là parce que, si mon arrière-grand-père de Saint-Sévère, qui s'appelait Sévère d'ailleurs, me voyait parler à Amkoui, il trouvait ça pas mal rigolo que je parle, en fait, tout simplement d'achat local et de manger local à l'extérieur de chez nous, alors que pour lui, c'était encore une fois vraiment pas un choix. Donc, tu sais, en sortant d'ici, moi, je peux vraiment aller... Bon, je vais aller au Dixili, là, mais je veux dire, je peux vraiment aller... je blague, mais je peux aller à l'épicerie, m'acheter des ingrédients de partout des continents à travers le monde et me faire un repas
même avec des ingrédients frais qu'on reçoit. Et ça, il faut quand même le considérer que c'est un privilège. Il y a une empreinte carbone énorme autour des aliments. Il y a des accords internationaux qui nous permettent de manger des produits à longueur d'année, qui nous déconnectent d'ailleurs avec la chose agricole. Là. Vous en savez, je vais y revenir un peu plus tard. Et il faut quand même être conscient que manger local, c'est pas nécessairement faire preuve d'abstinence envers ces produits-là. C'est simplement concevoir que lorsqu'on achète local, c'est bon pour s'alimenter, mais ça alimente également notre communauté, notre économie, notre dynamisme, et je vais y revenir un peu plus tard, mais notre résilience aussi par rapport au changement climatique, par exemple, en ce temps de PME agroalimentaires fortes et soutenues par leur communauté. Ça fait du sens, hein, pour l'instant? Bon. C'est sûr que je ne vais pas vous apprendre rien en disant que c'est important de manger local, mais tout de même. Donc, est-ce que les gens ont déjà entendu ici le locavorisme? Ça vous dit quelque chose? En fait, c'est aussi le nom d'un des marchés publics qui est dans Montérégie, dans la municipalité de Racine, le marché locavore de Racine. Le locavorisme, en fait, c'est simplement de manger local. Donc, regarder les aliments qui sont disponibles pour nous, autant en termes de temps et de saison, et de se concentrer sur, privilégier certains produits plutôt que d'autres. Si je me lève un matin, je me prends un pain et je me mets du beurre de pinot avec des bananes. Ça serait vraiment bizarre, ça. Avec des bananes, un verre de jus d'orange et un café Nestlé, par exemple, qui vient de l'Équateur. On s'entend que, bon, on le fait tous, là, j'ai déjà consommé ça plusieurs fois, et c'est délicieux d'ailleurs, mais l'empreinte carbone encore, la distance de nos aliments, en y pensant bien, c'est les oranges viennent du Brésil qui ont une empreinte carbone et un besoin en eau énorme, les arachides viennent souvent de l'Afrique, etc. Et ce qu'on propose dans le locavorisme, le réflexe à développer, étant donné qu'on l'a perdu à mon sens, c'est de considérer que la boulangerie du coin va nous donner un pain qui est probablement plus nutritif, avoir des petits fruits en confiture ou des compotes et avoir du fromage québécois et surtout privilégier le jus de pomme qu'on produit ici en quantité plutôt que le jus d'orange. Donc, ça tombe de sens, mais quand même, le locavorisme, c'est la pratique alimentaire, en fait, le régime alimentaire qui favorise les achats de proximité. Pas nécessairement au détriment des produits qui viennent de l'étranger. Il y a beaucoup, surtout aux États-Unis, on parle de locavorisme quand on dit une distance maximale. Donc, ce serait 40 miles, donc 40 000. Ça donne à peu près 100 km autour. On a un territoire qu'on a, là. En fait, si on parle à la ronde ici, on s'entend que c'est... Bon, vous êtes quand même bien situé dans le milieu du territoire, mais pour Rimouski, par exemple, c'est soit par là-bas ou par là-bas, difficilement de l'autre côté. Donc, lorsqu'on parle de distance, moi, je veux faire abstraction de ça. Parce que, bon, on ne doit pas se limiter à ce qu'on a. Par exemple, des crevettes de Sept-Îles, excusez, ou de Matane, je pourrais dire, là, mais bon, des crevettes de Sept-Îles, je préfère en acheter qui viennent du Québec, par exemple, que celles qui viennent du mer de Chine. Autrement dit, et par exemple, si c'est le temps des pêches en Ontario, bien, vaut mieux privilégier le fait d'acheter les pêches qui sont fraîches et qui viennent de proche de nous. On n'a pas les conditions pédoclimatiques, là, qui veut dire la condition des sols et le climat pour produire ce genre d'aliments-là. C'est pas trop loin. En saison, vaut mieux en acheter et, en fait, d'en faire des recettes, voire en conserver. Donc, c'est un peu de développer le réflexe de se pencher sur l'origine des aliments. Donc, jusque-là, c'est pas sorcier, c'est simplement poser des questions. Dernièrement, j'ai pas été gentil avec ma mère, je m'excuse, mais il y avait des cornichons qui étaient faits en Inde sur sa table. Donc, j'ai passé une remarque. Le repas était très, très bon, mais bon, j'ai sauté. C'est pas comme si je veux être un mauvais invité, là, mais il y a quand même cette déconnexion-là, des fois, qu'on peut voir avec des produits qui viennent de chez nous. Là. On peut vraiment avoir des cornichons. Je pense que ça vient d'ici pratiquement. Mais avec le système agroalimentaire mondialisé, on est en compétition avec des produits qui coûtent souvent moins cher, avec des ouvriers qui sont payés vraiment moins cher qu'ici. Et finalement, on a des produits qui se valent vraiment dans la fraîcheur, dans la qualité, dans l'amour surtout, puis je veux insister sur ce point-là, dans l'amour que l'artisan met dans son produit pour vous le livrer. Cette chaîne-là, j'ai de la misère à comprendre après 4000 km s'il reste encore de cette trace-là. Et c'est un peu de quoi on se nourrit. Donc, c'était, à mon sens, c'est plus une pratique à développer que
qu'un slogan lancé ou de revendiquer qu'il faut être locavore à tout prix. Allons-y intelligemment. Ne nous limitons pas à la distance, mais considérons les saisons et les temps comme étant ce qui est le plus important à mon sens. Donc, c'est un peu le sujet de ma mon autre diapositive, manger selon les saisons. Je ne sais pas si c'est encore le temps des sucres ici. C'est un peu bizarre. Ça a commencé, bon, j'espère. En Mauricie, on a eu 25 cm de neige. Je me demandais si j'allais pouvoir me rendre en début de semaine jusqu'ici. Là, il va faire comme 15 demain. Là. Donc, le bourgeonnage va arriver. C'est le temps des sucres. Hein? Ça, c'est le début de l'année. C'est pas pour rien qu'on a des grandes fêtes au Québec aussi reliées à ça. C'est le début de la saison. Les érables, vous le savez, là, ils renaissent, puis le sirop d'érable va abonder. Et c'est ce réflexe-là, à mon sens, qui est de plus en plus intéressant. On a le temps des sucres, ensuite va venir le temps des asperges, la saison des fraises, j'en passe, et plusieurs. Et ce calendrier est ponctué par toutes les saveurs et les richesses que notre terroir peut nous offrir. Donc, lorsque je suis en marché public, je trouve ça quand même intéressant, vu que les gens vont venir se connecter à la chose agricole. Il y a des gens qui travaillent en com, j'imagine ici, en publicité, ou qui sont agriculteurs, ou qui ont un travail qui est vraiment, je ne peux pas dire déconnecté avec la chose agricole, mais la besogne agricole, on ne s'allie plus autant les mains qu'avant. Et c'est pas parce qu'on plante une graine qu'on va avoir des fruits directement. Il y a beaucoup de travail. Et lorsqu'on va en marché public ou directement à la ferme et qu'on rencontre les agriculteurs, mais le fait d'échanger avec eux puis de prendre ces informations-là, ça nous rappelle la besogne agricole qu'avant, on devait faire. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment fondamental et de très important. En marché public, pour jaser beaucoup avec les producteurs, j'entends souvent des clients, des fois, qui demandent si le maïs sucré est prêt en juin. Ou, il y a une espèce de petite déconnexion entre qu'est-ce qui est prêt ou qu'est-ce qui n'est pas prêt. On s'entend qu'il y a beaucoup d'innovation. Moi, je le vois, je jase beaucoup avec des producteurs qui innovent. Maintenant, les fraises du Québec, on en a pratiquement sur l'ensemble de l'été. Je ne sais pas si j'ai échangé avec eux des fois, mais il y a de l'innovation monstre dans cette industrie-là. En fait, l'agrotourisme et l'agroalimentaire est en vogue au Québec, mais on a beaucoup à développer et il y a un beau potentiel ici. Et c'est intéressant, justement, de rencontrer le producteur, de voir comment il innove dans ses champs et pour ensuite ramener un peu de cette expérience-là et se connecter au travail agricole, à la besogne agricole, comme je l'exprime. Mais également, quand on mange selon les saisons, ça veut aussi dire se canner du soleil pour plus tard, faire attention aux gestes. C'est bon. En ce moment, on a des canaux de communication qui est partout. Là, aujourd'hui, je parle, il y a la télévision, il y a la radio, je vais pouvoir me voir sur Internet, sur YouTube, voir si j'ai bien fait ma job. Et on a plein de canaux de communication, des recettes dans les magazines, etc., mais on perd le travail de la main. Je veux dire, il y a des chefs qui travaillent très bien, mais de plus en plus qu'on épépine, qu'on coupe, qu'on fait des conserves, on préserve un savoir puis surtout une habileté on peut l'acheter. C'est sûr, on peut confier des argents à un producteur qui a fait ce travail-là pour nous et qu'on peut profiter de l'amour qu'il a mis dans son travail, justement. Mais ce que je veux insister, c'est pas parce qu'on veut manger de plus en plus vite qu'il faut perdre cette dextérité-là, cette habileté-là. Et pour moi, c'est essentiel. En fait, j'ai peur qu'on perd le savoir-faire culinaire familial qu'on a à travers le Québec. Quand je regarde des livres d'histoire, il y a beaucoup de choses d'histoire culinaire. Il y a beaucoup de choses qu'on redécouvre maintenant, qu'on voit que les artisans remettent de l'avant. Mais, à mon sens, c'est important de pouvoir faire boucherie, faire ses conserves et savoir comment travailler la matière directement qui nous nourrit. Donc, sans vous inciter à dire « redevenez tout boucher demain matin », il y a quand même cette perte de connaissances-là ou cette proximité-là. Et dans les liens entre les générations, ça s'est effrité. Et pour manger selon les saisons, mais il faut aussi réapprendre ou apprendre simplement ou à peaufiner ces gestes-là pour pouvoir épater nos invités ou simplement se nourrir des aliments qui ont déjà beaucoup d'amour et qu'on le traduit aussi dans nos actions. Est-ce que je parle trop vite? Des fois, je m'emballe, je suis bref. Bon, super. Ça fait un lien avec ce que je disais, en fait, de redécouvrir les produits d'ici en valorisant les techniques culinaires d'ailleurs. J'ai eu la chance d'habiter un bref instant en Europe et là-bas, il y a des appellations d'origine contrôlée. Je pense qu'il y en a plus que d'habitants. C'est assez fabuleux à quel point que tout est
contrôlé, avec un cahier de charge, c'est une bonne chose. En fait, le mozzarella, tu peux pas dire que le mozzarella qu'on a à l'épicerie ici, c'est du vrai mozzarella. Et il y a tout comme je l'ai dit, un cahier de charge, une procédure pour faire. Au Québec, on a 5 appellations. Je ne pourrais pas toutes les nommer, mais il y en a quelques-unes, puis c'est très effrité. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement frappant. J'habitais en Lorraine, en France, et il y avait le caviar de bar. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Le caviar de bar, ça, c'est probablement la technique et la chose la plus poussée que j'ai vue. C'est en fait une compotée de groseilles épépinée à la plume d'oie. OK? En 1344, Bar-le-Duc a décidé qu'il avait mangé la confiture, il y avait un pépin de groseille qui était pogné dans sa dent creuse. Ça, il a créé un inconfort, il a fait une crisette, j'ose imaginer, parce qu'ils le font encore aujourd'hui. Et ils ont développé cette technique-là qui se passe de génération en génération depuis. Et il y a des madames que leur spécialité, c'est prendre la groseille avec une plume d'oie, d'enlever les pépins et faire la compotée. On appelle ça le caviar de bar. On n'est pas rendu là, OK, d'accord? Puis c'est pas si on veut aller là aussi, là, dans une certaine mesure, mais ce que je veux dire, c'est que, autrement, il y a beaucoup de techniques culinaires. On est ouvert sur le monde, on mange des sushis, on mange des tacos, on a une culture culinaire mondialisée et c'est extrêmement intéressant. Mais ce que je constate au Québec, quand je viens, puis même ici au marché, il y a la vallée de la framboise. Je veux dire, une framboise, je sais qu'ils sont en arrière, j'ai vu des bouteilles. Ils révèlent notre fruit d'une nouvelle manière, avec une technique probablement qui ne vient pas à même de Québec, mais il y a des échanges qui sont faits. Le sirop d'érable, qui est probablement le produit le plus emblématique du Québec, grâce au travail métallurgique européen et à la connaissance de la sève d'érable, on a pu faire le sirop. Donc, en prenant une technique étrangère et les produits d'ici, ce que je veux dire, c'est on a un grand terrain de jeu. On le voit de plus en plus, les chefs, comme ici à Rimouski, travaillent les produits locaux et les révèlent des saveurs, des aromates que, franchement, il y a beaucoup de potentiel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque année, je découvre des produits que j'aurais jamais vus ailleurs. Même ici, j'avais vu les cocombres citron. En fait, j'avais pas vu ça depuis que j'avais voyagé aux États-Unis. C'est des produits tu sais, on parle d'une tomate, mais il y a 200 variétés de tomates qui se commercialisent en marché public, là. Il y a quand même un potentiel incroyable en termes de variété et de raffiner nos connaissances sur ça. Et ensuite, c'est de travailler les produits. Moi, je suis un amateur de produits nordiques, de comestibles nordiques. En lien avec ça, le Danemark a le Nordic Food Lab, je pense que c'est à Copenhague, à côté du restaurant Noma, qui est un restaurant très prisé à travers le monde, et où chaque produit comestible du Danemark passe à travers une batterie de tests de techniques culinaires pour essayer de révéler des nouveaux produits, une nouvelle manière d'apprêter les choses. Et au Québec, on a probablement un peu plus gros que le Danemark. Et il y a plein de produits qui existent qui méritent la peine de se concentrer. Quand je faisais le parallèle avec la vallée de la framboise, manger des framboises, on va tout le faire, mais le fait de le raffiner, d'en faire un vin, d'en faire une liqueur, c'est extrêmement intéressant de voir jusqu'où on peut exprimer ce fruit-là. Et l'artisan derrière a un savoir-faire qui va se passer, qui va se raffiner. Et peut-être que ce sera notre caviar d'Amqui, mettons, un peu comme le caviar de bar. Même chose pour les champignons. Vous connaissez le champignon crabe ou champignon homard? Je sais qu'ici, c'est quand même bien développé, la mycologie. Vous savez que c'est unique au Québec? En fait, dans la forêt boréale, il y a de la russule, mais la russule, en Europe, n'est pas dermatosée par un autre champignon qui crée un champignon crabe qui, au milieu de la forêt boréale, au Saguenay, on peut sentir la mer. Bon, il faut y penser longtemps, là, mais reste que c'est quand même un produit qui, pour vous, qui êtes pratiquement tout proche, c'est quand même un produit qui est extrêmement intéressant, qu'on pourrait commercialiser à plus grande échelle, ou du moins continuer à travailler pour faire différents aromates. Et finalement, il y en a des tonnes qui pourraient dans nos forêts, et même s'ils ne se font pas botter par des promeneurs non avertis. Donc, ce que je veux dire, c'est que avec les techniques culinaires étrangères qui viennent partout à travers le monde, c'est correct de s'intéresser à cette nourriture-là qui nous provient, mais je vous mets au défi, en fait, de prendre ces techniques-là et de trouver les nouvelles manières de révéler notre terroir. Et c'est, à mon sens, on est à l'avènement d'une révolution agroalimentaire importante au Québec. On le voit. Du moins, c'est sûr que je suis témoin de ça au quotidien, vu que c'est dans mon milieu de travail. Mais à travers les artisans et le raffinement qu'on a avec notre ouverture sur le monde, on est capable, je pense, de proposer des produits qui se défendent bien à l'échelle internationale. Nos chefs ont de plus en plus de notoriété. Et je vous encourage à au moins goûter une fois. Si c'est un produit que vous ne connaissez pas, goûtez une fois. Il y a des choses que j'ai jamais mangées dans ma vie, mais il y a des choses que j'aime pas d'ailleurs. Mais je me suis découvert tu sais, avoir peur de la mort, là. Bon, je me suis découvert le fait de... J'espère ne pas mourir et ne pas avoir goûté à tout ce que je voulais goûter dans le monde, tu sais.
Il y a des choses qu'on mange pas, éthiquement parlant, que je peux pas me permettre. C'est pas que je suis végétarien ou rien de ça, mais il y a des produits qu'il vaut mieux pas le manger. Mais quand même, je trouve ça drôle d'anxiété d'avoir peur de mourir sans avoir découvert ou manger tout ce que j'aurais pu manger, finalement. Je suis un grand gourmand, là, je ne le parais pas, mais bon, c'est quand même ça. Je vais revenir sur un côté un peu plus théorique. C'est mon côté, on a parlé tout à l'heure de développement rural intégré. J'ai fait des études supérieures à l'Université Laval. Là. Je ne vais pas m'en vanter, mais il y a un chercheur là-bas, le professeur Patrick Mondler, excellent. C'est un grand penseur des circuits courts qui nous vient de France. Et il y a une infolette d'ailleurs qui parle des différentes fiches de lecture qui peut révéler. Si vous vous intéressez à la chose, Patrick Mondler, à mon sens, c'est une référence au Québec et j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur lorsque j'étais à l'Université Laval en développement rural intégré. Et lorsqu'on parle de circuit court, en fait, pour parler dans le jargon, on parle de la relation entre le consommateur et le producteur. Donc, lorsqu'on parle de circuit court, il y a un maximum d'un intermédiaire. Donc, le producteur vend directement au consommateur ou, par exemple, vend un restaurateur qui va le vendre au consommateur ou il va le vendre, par exemple, dans une épicerie spécialisée qui va avoir le lien avec le consommateur. On se entend qu'une terme de distance. Dans le système agroalimentaire, souvent, il y a le producteur. Ensuite, le distributeur prend sa cote, qui l'envoie ailleurs, et il y a des intermédiaires qui s'agrandissent jusqu'à temps d'avoir une déconnexion pratiquement totale entre les deux. Moi, je parle d'une chaîne d'amour souvent, au risque d'être quétaine, mais reste que lorsqu'on voit le producteur et qu'on a une relation de contact avec lui, on comprend l'ensemble de son travail, puis la hargne, puis l'amour qu'il a mis dans son travail nous est plus facilement transmis, à mon sens. Donc, ce qu'on s'intéresse dans les relations de proximité, dans les circuits agroalimentaires de proximité, c'est le dynamisme aussi que ces échanges-là font. Donc, encore une fois, en marché public, mais ailleurs, il y a des producteurs qui font ce que dans le monde des microbrasseries disent les collabos. Donc, ils font un produit ensemble en essayant des nouvelles choses. Et c'est, à mon sens, quelque chose d'extrêmement intéressant et qui génère des échanges commerciaux puis une densité des échanges commerciaux aussi sur un territoire. Donc, c'est ce qu'on veut, qu'on s'intéresse dans le dynamisme des échanges commerciaux. Donc, il y a différents canaux de commercialisation en circuit court. Donc, c'est encore très théorique, mais essentiellement, il y a la vente directe à la ferme. Il y a les marchés publics, bien entendu, je ne pourrais pas les oublier, les marchés virtuels et les ventes en panier et en tournée. Donc, la vente directe à la ferme, lorsqu'on parle de... Il y a l'autocueillette, une manière de faire. Il y a aussi les kiosques fermiers. Je vais voir si... C'est ça, les kiosques fermiers ou libre-service. Il y a énormément d'innovations en ce moment. Est-ce qu'il y a des gens qui sont abonnés à des paniers en ASC, agriculture soutenue par la communauté ici? Je ne vais pas vous intervenir, vous dire « venez en avant ». Non, en fait, il y a cette formule-là qui est vraiment propre au Québec. Ça existe à travers dans le monde, mais il y a eu un réseau, à travers les réseaux des fermiers de famille, qui ont développé énormément d'opportunités ici. Et bon, il y a l'autocueillette à la ferme, j'encourage à le faire, bien entendu. Les kiosques fermiers, les kiosques libre-service. Donc, les libre-service, en fait, c'est... On s'entend que la main-d'œuvre coûte cher, de plus en plus cher quand il y en a. Et ce qu'on voit maintenant, c'est des kiosques avec des produits que le producteur livre dans le kiosque le matin. Ça me fait un peu penser à ce que vous avez nommé tout à l'heure, les frigos libre-service. Ça ressemble un peu à ça, mais il y a une boîte de confiance. Donc, il y a les prix affichés pour chacun des produits. Le client arrive, fait son épicerie, finalement, achète ses fruits et légumes frais, met son argent dans la boîte de confiance et repart avec. Donc, il y a pas... C'est la relation de confiance, je vais y revenir plus tard, entre le consommateur et le producteur qui est établie. J'ai pour mon dire que si on est rendu à voler un fermier, c'est parce que ça va mal. Là. Donc, puis bon, c'est de l'amour, fait que vaut mieux s'en approvisionner un petit peu. Mais il remarque, en fait, dans ce que j'ai entendu dans le réseau des fermiers de famille, ils n'ont pas de perte. Là. Même, il y a des clients qui viennent leur expliquer qu'ils avaient pris une carotte puis il n'y avait pas de change, mais là, la semaine suivante, il y en a mis plus. Ultimement, tout se balance et la relation de confiance fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'avoir l'individu qui attend le client, puisque c'est souvent le cas, des fois, à la ferme, dans les chemins de campagne, pour vendre sa salade, puis finalement, qu'il retourne à la maison. Même chose ça, c'est une innovation intéressante par rapport aux kiosques fermiers. Même chose pour les paniers en ASC. J'entends souvent des personnes qui me disent que c'est limitatif. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir dans mon panier, je ne le sais pas. Les maraîchers, ça fait longtemps qu'ils pensent à ça. Informez-vous auprès des maraîchers autour du réseau des fermiers de famille ici, dans la vallée. J'ai vu, en fait, sur place, tu faisais ton propre panier en choisissant différents légumes. Il y a même les jardins Caria, pour ne pas les nommer, ont une carte prépayée. Donc, le but des paniers en ASC,
pour vous rendre ça plus familier, c'est donner un argent. En départ, par exemple, je donne 300 $ à mon maraîcher en début de saison. C'est là qu'il a besoin là, de sous. Là. Il n'y a pas besoin d'aller emprunter à la banque, payer des intérêts et faire en sorte que déjà, ça lui coûte plus cher de produire des aliments pour vous. Vous lui confiez une partie d'argent. Ensuite, à chaque semaine, peut-être pendant 10 semaines, imaginons, 30 $ de valeur de légumes est remis dans un panier. Donc, cette formule-là est extrêmement éclatée maintenant. Il y a beaucoup d'innovations. Les obstacles et les freins à s'abonner à un panier maintenant sont de moins en moins présents. Informez-vous si ça vous intéresse. Mais ce que je vois, par exemple, c'est tu confies un argent en début de saison. C'est ça qui est important aussi dans la relation de confiance. Ensuite, soit tu fais ton propre panier ou tu peux acheter pour 300 $ de légumes à la première semaine pour ton party de Saint-Jean, puis ensuite recharger ta carte et continuer à travailler ça. Donc, informez-vous si ça vous intéresse, mais ne soyons pas limités dans la perception des fois ou la fausse presse, la mauvaise presse, en fait, qu'on peut avoir sur l'ASC. Les maraîchers y ont pensé et améliorent leur circuit de plus en plus. Les marchés publics, bon, je peux que vous encourager à en fréquenter un. Je dis bien fréquenter. C'est le fun de visiter un marché public, mais de le fréquenter, c'est autre chose. C'est à ce moment-là que le client et le consommateur se rencontrent et développent cette relation de confiance, mais aussi qui s'assure que l'offre et la demande se rencontrent. Ça va devenir vos amis, ultimement, là, pour avoir beaucoup travaillé puis beaucoup échanger avec les producteurs dès qu'ils ont des nouveaux produits à vous faire goûter. Mais c'est là que ça se passe. C'est là que, moi, j'appelle ça un peu un group focus sur une place publique. Là. Les gens qui vont en marché public, c'est des gens qui sont intéressés, qui sont plus connectés à la chose agricole et au travail des producteurs et viennent tester des produits. Je ne dis pas que c'est l'ensemble de la clientèle qui est comme ça, mais reste qu'on a déjà des gens intéressés sur une place publique qui se rencontrent pour acheter des denrées alimentaires. Et dans cette relation-là, il y a deux choses qu'on remarque beaucoup. En fait, c'est l'inter-influence générée par cette relation-là. Donc, d'un côté, il y a le producteur qui fait tester ses produits, entre guillemets, auprès des consommateurs. Donc, il va recevoir des commentaires, savoir si sa confiture est trop sucrée ou la grosseur des fraises dedans est trop petite, par exemple. Il y a comme une relation, une influence qui se fait. Et aussi, il va s'informer, le client, sur la manière dont on cultive les fruits et légumes. Donc, il va influencer le producteur dans sa manière de produire, à quelque part. Et ensuite, le producteur va aussi influencer le consommateur dans ses habitudes de consommation. Je pense que les marchés publics et les producteurs sont pour beaucoup la raison pourquoi on mange du kale au Québec. T'sais. Je veux dire, moi, je vois ça à l'épicerie. S'il n'y avait pas un producteur qui me dit comment faire des bonnes chips ou d'autres choses, mais particulièrement ça, peut-être j'aurais passé à côté de ce produit-là. Il y a différentes manières de transformer nos aliments. Puis le producteur, c'est son rôle à quelque part de venir influencer le consommateur, à savoir comment révéler des arômes ou de marier des produits d'un producteur à un autre et finalement développer cette culture culinaire-là qui est très dynamique, hein, qui s'articule à travers le temps. Donc, c'est, à mon sens, l'inter-influence, c'est quelque chose de très intéressant en marché public. Et il y a aussi ce qu'on appelle dans la littérature l'interconnaissance. Donc, ça veut dire que dans la relation que vous établissez avec votre producteur, en connaissant ses techniques de production, bien, vous lui faites confiance, tout simplement. Il n'y a plus besoin d'avoir un label ou une certification qui vous garantit que le produit est biologique. Un producteur ne peut pas dire qu'il vend des produits biologiques s'il n'y a pas la certification, cependant, mais s'il y a des techniques écologiques dans la production de ces aliments et qu'il décide de ne pas payer la certification et finalement, en quelque part, vous refilez la facture, vu que c'est un peu ça la dynamique dans le biologique. Mais, oui, vas-y donc. Michel, merci. Ça vous permet d'avoir cette relation de confiance-là et c'est, à mon sens, très important. Donc, pas besoin de certification ou de personne qui vient... Merci, c'est le fun. Pas besoin d'avoir personne qui vient certifier que la relation de confiance doit s'établir entre vous deux. Le fait de connaître et reconnaître le producteur, des fois, il y en a même qui vous invitent à venir à la ferme pour voir comment il est installé. Bien, on n'a plus besoin d'identifiant ou, on va dire, de certification parce qu'on est certain que c'est comme ça. Et finalement, lorsqu'un producteur est sur place, lui aussi, il rencontre des nouveaux clients. Donc, si vous êtes un plombier, un électricien, ils ont tous besoin de plombiers et d'électriciens, ont tous besoin de conseils ou de fournisseurs. Et ce qu'on voit, c'est effectivement ces relations de dynamique à l'échelle de l'économie locale qui s'opèrent. C'est une entreprise là, qui est sur place, qui vous vend leurs produits. Ils ont aussi besoin d'autres choses. Donc, c'est aussi à ne pas négliger ces relations-là et cette dynamisme au niveau de l'achat local qui s'opère par la suite.
Puis finalement, bon, j'ai parlé des trois premiers, les détaillants agroalimentaires spécialisés. Il y a des épiceries, en fait, qui s'en font une éthique de travail, comme les restaurants. Hein. Il y a une éthique de travail sur l'achat local. Donc, à quelque part, je vous encourage aussi à regarder dans les menus des restaurants puis poser des questions sur la saisonnalité des aliments et sur les produits qui ont été nouvellement livrés en restaurant par les producteurs autour. De plus en plus, les microbrasseries sont très bonnes là-dedans, mais il y a d'autres restaurants aussi là, qui ont pratiquement une carte de la région avec tous les fournisseurs autour. Là. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, intéressez-vous à ça. Les chefs redoublent d'imagination. Puis, comme je le disais tout à l'heure, avec les techniques culinaires mondiales, représente nos produits d'une bonne manière, puis c'est une manière de s'en inspirer et aussi de se refaire surprendre par le rutabaga. Tu sais. Donc, pourquoi pas? Là, je vais faire un petit aparté sur le citoyen et le consommateur, deux entités dans un même corps. Je ne parle pas de schizophrénie ici, mais reste que c'est ce que je constate souvent et que je parle beaucoup avec des producteurs qui ont à la fois une ferme ou qui sont une épicerie fine, etc. Le citoyen, on a toutes des valeurs. Là. On est pour l'achat local, on va encourager les commerces locaux, on vote aux élections, on écoute l'actualité, puis on est vraiment chargé de valeurs qui sont sociales et qui sont démocratiques et on veut œuvrer pour ça. Arrive le consommateur. T'sais, de plus en plus, on se fait dire qu'on est juste des consommateurs ou des payeurs de taxes, mais reste que le consommateur a un portefeuille, puis des fois, c'est plus facile d'acheter à rabais ou d'avoir ces énoncés-là, mais pas nécessairement les vivre. Donc, je ne vais pas être, comment on dit, vous punir ou vous dire que c'est pas une bonne chose, mais simplement connaître ce dynamisme-là entre votre côté citoyen et votre côté consommateur. Donc, depuis plusieurs années, la part du revenu disponible à l'alimentation est en diminution. C'est pas qu'on a... Ben, oui, c'est peut-être parce qu'on a moins d'argent, mais ultimement, la part du revenu disponible pour l'alimentation, on en prête moins à l'alimentation et on en donne plus à... Est-ce que vous le savez? Divertissement, loisirs, télécommunications. C'est pas notre faute si ça coûte aussi cher au Canada, les télécommunications, mais c'est vraiment deux données qui sont différentes. On paye de moins en moins pour notre corps, puis on paye de plus en plus pour notre esprit. Donc, c'est correct. En fait, c'est une donnée qu'on a, mais ce que je vous propose, en fait, c'est de peut-être réutiliser plus, recycler, toffer vos vêtements plus longtemps, je ne sais pas, mais toutes ces pratiques-là qui limitent le rachat de consommation, c'est sûr que lorsqu'on s'achète des aliments, bien, on les mange, on les cuisine, puis après ça, après 2 jours, on les oublie. Tu sais, c'est pas dans notre face. Là. On ne le voit pas qu'on s'est acheté une nouvelle télévision pendant 5 ans. On s'est acheté un bon repas en restaurant, on s'est acheté des bons légumes frais du producteur ou des conserves, des confitures, etc. Donc, c'est sûr que c'est une consommation qui est plus éphémère. C'est 3 fois par jour, on le souhaite, des fois 4. Mais reste qu'il y a quand même cette relation-là. Ce que je veux vous dire, c'est ne négligeons pas le fait de manger localement, de s'alimenter et d'avoir un revenu un peu plus... considérer qu'il faut payer peut-être un peu plus cher pour notre alimentation pour encourager les produits locaux. C'est sûr qu'il y a une compétition, mais c'est pas le même produit, dans le sens que, en ce moment, il y a beaucoup la question du salaire minimum, là. Puis les producteurs de petits fruits, c'est quand même 65 leur coût de production, là, payer les employés. C'est sûr qu'il y a une compétition qui s'établit entre le producteur québécois et le producteur mexicain qui a 15 fois moins de salaire pour la même tâche qu'il fait. Je ne vais pas faire un éditorial là-dessus, mais quand même, il y a un coût de production au Québec, puis il y a une éthique de travail, un respect derrière le travail qui est opéré. Ce que je veux vous partager comme constat, c'est allons donc plus vers ça. Soyez gourmands, tout simplement. C'est pas nécessairement plus cher. Si le coût est comment dire, c'est équitable. Souvent, on a le café, les bananes équitables, mais il y a aussi des fraises équitables, des framboises équitables, puis c'est ce qu'on produit ici au Québec. Donc, dans cette équité-là, dans le travail, puis dans la reconnaissance du travail bien fait, il y a cette dynamique-là. Je comprends que le citoyen et le consommateur, des fois, entre le portefeuille puis les valeurs, il y a un conflit, mais tâchons de s'alimenter mieux et surtout pour la résilience. Des PME qui sont dynamiques, qui sont solides financièrement, ou du moins qu'il y a une base, que la demande est là, que les gens reviennent, achètent et reviennent, aiment un produit, mais ne font pas juste le mettre sur Instagram puis dire qu'ils aiment ce produit-là, qu'ils retournent et qu'ils en mangent considérablement. Ça fait en sorte qu'il y a une économie qui se développe et dans le développement même de l'entreprise, les produits ou le prix des produits aussi vont s'harmoniser avec le coût de production. C'est une relation directe entre le consommateur et le producteur et le juste prix est affiché. Plus l'entreprise va mieux,
et plus elle produit, d'habitude, les prix aussi fluctuent en ce sens-là. Donc, je ne vais pas faire un cours d'économie, mais grosso modo, soyez conscients de cette dualité-là entre votre portefeuille et votre esprit, disons. Puis je l'ai moi aussi, hein, j'accuse personne. Moi aussi, des fois, c'est comme ça. Vous devriez voir mon char. En fait, c'est sûr que je mange plus que je m'achète un beau char. Ben, c'est ça. Puis on est, tu sais, j'aime beaucoup dire, on est ce qu'on mange. Je veux pas, c'est un peu cette relation-là. Pourquoi on mange, c'est pour être quelque chose. Donc on est ce qu'on mange, mais on mange aussi ce qu'on est. Donc je vous propose d'être frais, d'être locaux, d'être savoureux, d'être plein de belles découvertes. Et c'est ce que je peux vous souhaiter. Puis c'est important de bien se nourrir. Là. Je pense que la mission de l'organisme ici est directement reliée à ça. Donc, vous avez sûrement vu, en fait, depuis le début de la conférence, je vais me mettre au défi, en fait, mais vous avez constaté que je suis un souverainiste, là, certain. Là. Alimentaire, cependant. Hein. Je veux dire, œuvrer pour la souveraineté alimentaire, c'est un agenda politique qui n'est pas caché du tout pour moi. Mais je veux vous mettre au défi, en fait. Je vais parler de 2 défis plus concrets, mais si j'avais inventé un défi, ce serait de faire au moins 3 actions concrètes. Donc, je vous propose de vous abonner à un panier d'un fermier de famille et ou fréquenter votre marché public et ou fréquenter régulièrement une ferme et ou faire de l'agrotourisme. Vous savez c'est quoi l'agrotourisme, le tourisme gourmand? Donc, c'est aller à la ferme et apprendre des techniques, en fait, de fabrication des aliments. Je dis à la ferme, ça peut être aussi dans une fromagerie, par exemple, ou simplement se renseigner sur le travail de l'artisan ou du fermier derrière son produit. Donc, il y a plein d'initiatives qui existent sur votre territoire, mais aussi partout au Québec. Soyez agrotouristes quand vous quittez la vallée, quand vous allez venir en Mauricie pour voir à quel point que c'est un paysage. Bon, vous allez voir les éleveurs d'Aba-Paparman, les vignes de ballonnés tranchées carrées, non? Bon, c'est tout un voyage agrotouristique que je vous propose. Mais je vous propose de vous approvisionner plus régulièrement dans une épicerie et opter en restaurant pour des recettes qui sont concoctées avec des produits d'ici. Dans le fond, il y a beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Faites-en au moins 3 de ces choix-là. Pratiquez cette dynamique-là, puis ultimement, c'est bon pour vous, là, ça c'est certain, c'est délicieux même, mais c'est bon pour la résilience de nos communautés, la résilience de notre région. Moi, je suis catastrophiste peut-être, mais ça me fait peur, le changement climatique. Il faut être résilient comme communauté. Je pense que 100 degrés puis Cosmos ici travaillent aussi à ce lien social-là, au fait d'être résilients ensemble. Et ça passe aussi beaucoup par l'alimentation. Je ne sais pas pour vous, mais quand je mange pas, je suis pas quelqu'un. Je veux dire, je suis pas un bon citoyen. Je veux dire, quand j'ai faim, puis quand je sens qu'autour de moi, les gens manquent, surtout de nourriture, ça débalance nos rapports sociaux. Puis le fait de soutenir ces réseaux-là ou ces habitudes-là, ça va juste nous rendre plus résilients s'il y a une problématique qui se pointe dans le futur. Donc, je ne vais pas vous faire peur, mais reste que les producteurs, c'est quand même ceux qui nous permettent de faire le travail qu'on fait. Si on les soutient pas, j'aime pas dire encourager, là, oui, on les encourage, mais c'est soutenir, en fait, leur travail, surtout d'avoir cette relation-là avec eux. Donc, à mon sens, ça nous assure de pouvoir être prospères et vaquer à plein d'autres occupations, de savoir qu'il y a nos producteurs qui peuvent nous assurer ce qui nous fait fonctionner tout simplement. Donc, et ça préserve le savoir-faire de proximité. Hein. Je parlais tout à l'heure de faire des conserves, etc., mais le fait de savoir comment avoir une belle exploitation de framboises, par exemple, pour nommer la vallée de la framboise encore, ou savoir faire boucherie, ou faire de la charcuterie, etc., ne plus avoir aucun charcutier, un boucher dans une communauté dépendant de l'approvisionnement des grandes chaînes, c'est une perte de savoir, c'est une perte de connexion. Puis, je m'excuse, je ne connais pas assez bien votre territoire, puis votre culture culinaire, votre identité culinaire locale, mais vous avez vos propres particularités culinaires et c'est important de pouvoir les mettre à la main, encore une fois, et de les faire vivre tout simplement, voire les réinventer avec tout le savoir qu'on cumule avec la culture internationale qu'on a. Donc, vous connaissez ce défi-là, je suis pratiquement certain. En fait, là, c'est un défi qui vient de chez vous, les îles de la Madeleine, du bon goût frais des îles, une table de concertation bioalimentaire qui a
pratiquement plus de 25 ans, je pense, maintenant. Donc, le défi Manger 100% local, c'est de vous inciter durant le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est un mois d'abondance. Donc, on vous invite, en fait, vous pouvez vous renseigner sur le défi 100% local. Il va y avoir une grande campagne aussi autour de ça. C'est de faire un repas par semaine, peut-être, avec que des produits locaux. Tous les repas de la fin de semaine, toute la semaine, tout le mois même. En fonction, regardez les aliments qui composent votre assiette, les producteurs qui vous nourrissent en période estivale, mais aussi à travers l'année. Et je vous mets au défi de vous fixer ce défi-là cette année, peut-être toutes les fins de semaine ou toute la semaine, si vous le voulez, quelques semaines durant ce mois-là, et d'évoluer avec tout ça. Il y a une grande campagne qui se propose en cette année. Toutes les tables de concertation bioalimentaire du Québec vont soutenir ça. L'Association des marchés publics du Québec aussi va être derrière le défi 100% local. Donc, c'est un beau défi. C'est pas, encore une fois, de se dire « Ah, je suis pas assez bon pour ça ». Commencez où vous pouvez. Fixez-vous des objectifs atteignables et, année après année, augmentez le niveau de difficulté. C'est comme un tableau de Nintendo, là. C'est de plus en plus difficile. Donc, non, mais sans faire de blague, au mois de septembre, manger local, c'est quelque chose de relativement facile. Préparez-vous. Offrez-vous beaucoup d'amour local pour passer l'hiver. Conservez, cannez du soleil, comme j'aime le dire. Préparez-vous vos déjeuners locaux. Hein? Laissez tomber les bananes au mois de février. Conservez les bonnes fraises du Québec et faites en sorte de manger localement. Donc, je trouve que c'est un excellent défi. Donc, je vous incite à vous intéresser à la chose, etc. C'est le 5e été aussi du défi Boire local. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. À l'Association des marchés publics du Québec, on a le privilège d'avoir Julie Aubé comme porte-parole pour la Semaine québécoise des marchés publics, qui est au mois d'août. C'est du 8 au 18 août. Et Julie a fait un défi Boire local 2018. Bon, c'est 2019 qui devrait être ici, mais c'est le vieux visuel. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce défi-là, c'est qu'à chaque semaine, c'est de boire local de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail. C'est facile. Je veux dire, il y a tellement de microbrasseries au Québec, il y a tellement de producteurs d'alcool, de vin, etc. Donc, et ce que j'aime beaucoup, Julie, c'est une esprit très créatrice. Il y a, par exemple, du 23 au 29 mai, déguster un cocktail aux saveurs locales. Donc, il y a plein de manières de réinventer le défi semaine après semaine durant l'été qui vient. Et c'est un beau défi, je trouve. Je ne veux pas dire qu'il faut uniquement boire de l'alcool, c'est pas ça que je dis, mais pour l'alcool que vous consommez, au Québec, on est vraiment champion. Nos distilleries, encore une fois, se démarquent. J'aime beaucoup le vin québécois et les produits qu'on développe ici. Donc, il y a une microbrasserie. Il y en a une aussi dans le village, là, la Captive. Donc, c'est le défi de boire des boissons alcoolisées 100% locales. Donc, j'aime beaucoup ce défi-là. En ce moment, c'est pas très connu, mais il y a le gouvernement canadien, tiens donc, qui nous propose une journée nationale de l'alimentation locale. Donc, ça va être le vendredi précédant l'Action de grâce. En ce moment, le projet de loi C-281 pour les fervents de politique. C'est la deuxième lecture au Sénat en ce moment. Donc, bientôt, on va pouvoir, comme citoyen organisme, envoyer nos commentaires à ce moment-ci de l'étape. C'est super pertinent pour réajuster peut-être certaines choses de la loi. Donc, le gouvernement canadien a décidé que c'est important manger local. Donc, le vendredi précédent l'Action de grâce, ce sera la journée. Je pense que ça va être au courant de l'année qu'on va avoir finalement ce projet de loi-là qui va devenir une journée. Je ne sais pas si ça va être férié, là, demandez-moi-le pas. Mais bon, c'est quand même une belle initiative. Vous voyez la pointe peut-être d'ironie que j'ai à présenter tout ça, mais bon, pourquoi pas. Donc, voilà. Vos alliés, hein, pour relever un défi, on a des alliés, ça c'est important. Donc, les tables de concertation bioalimentaire du Québec et les identifiants régionaux, vous les connaissez, étant j'ai un petit pointeur ici. Le Bourgouffré des Îles, le Gaspésie gourmande. Moi, c'est le Miam, en fait, de la région de la Mauricie. Si vous voyagez, si vous allez en touriste, consultez les sites des tables de concertation bioalimentaire. Moi, j'ai la chance je vais enfin prendre des vacances aux îles de la Madeleine. J'ai vu que pendant que je vais être là-bas, il va y avoir un beau festival gastronomique. Bon, c'est aussi pour ça que j'y vais. Mais reste que c'est intéressant si vous avez prévu des vacances ou durant la saison. Informez-vous auprès des tables de concertation ou des identifiants régionaux. Souvent, c'est lorsqu'on va en épicerie qu'on voit des logos. Il y a Aliments du Québec, là, je vais revenir plus tard, mais aussi par région, il y a ces identifiants-là. Donc, ça existe, c'est important. C'est du monde, c'est des personnes, en fait, des intervenants qui travaillent, à mon sens, dans le bon sens des choses, et ils ont plein de belles choses à vous proposer, notamment en période estivale. Donc, c'est des alliés de taille, que je peux vous dire. L'AKP, ça vous dit quelque chose? Équiterre, ça vous dit quelque chose?
Bon, le réseau des fermiers de famille est en train de migrer de Équiterre à l'AKP. L'AKP, c'est une coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Donc, c'est une coopérative par les maraîchers et pour les maraîchers. Ce n'est pas que des maraîchers biologiques, mais pour avoir beaucoup participé à leur activité, au sens de l'innovation, de la coopération, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à voir et à entendre. C'est des entreprises, en fait, tout simplement, des fois des coopératives ou peu importe, qui s'échangent beaucoup de techniques, beaucoup de manières de faire. Il y a des ateliers sur comment faire son tracteur électrique ou etc. Et l'AKP reçoit en fait le réseau des fermiers de famille. Il y avait beaucoup, c'est beaucoup eux qui sont derrière les paniers soutenus par la communauté. Donc le système ASC, agriculture soutenue par la communauté. C'est eux qui vont peut-être vous identifier aussi les fermiers de famille qui sont autour de chez vous. Donc regardez sur leur site, intéressez-vous à ce que vous faites. Si vous avez des fois il n'y a pas des bonnes nouvelles, là. Ce qu'ils font, je trouve ça fabuleux. C'est beaucoup d'échanges de savoir, beaucoup de partage d'informations et c'est assurément des gens qui nous assurent de manger localement. Donc, c'est un excellent allié. Je ne sais pas si vous connaissez, excusez-moi, l'AMP... Je blague. L'Association des marchés publics. Je blague, c'est bien. Je suis taquin comme ça. L'Association des marchés publics du Québec, il y a une rubrique « Trouver votre marché public ». Donc, vous les connaissez autour. Il y a aussi des campagnes qui vous informent sur les autres marchés qui sont dans votre région. Je vous encourage à fréquenter votre marché public, bien entendu, mais aussi à vous mettre au défi d'en visiter quelques-uns, autant durant les vacances, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Comme je vous le dis, dans le marché public, il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouvera pas en épicerie ou des fermiers ou des producteurs qui n'ont pas de kiosque à la maison, qui vendent dans le réseau, dans les restaurations, etc. Allez les rencontrer. C'est du monde bien parlable la plupart du temps. Non, je vous blague. Mais reste que c'est du monde bien parlable, puis il y a des produits que vous allez pouvoir découvrir. Il y a beaucoup de choses en marché public que je ne verrai jamais en épicerie ou que pendant une courte saison ou un court moment, ça va être possible. Donc, si vous êtes amateur comme moi de trouvailles, assurément, le réseau des marchés publics du Québec va vous aider à mettre le doigt sur des raretés et épater vos invités ou votre tendre moitié. Donc, voilà. Ensuite, bon, je ne pourrais pas passer à côté. Les fédérations de l'Union des producteurs agricoles, il y a la campagne « On fait tous partie de la recette ». L'UPA, c'est un organigramme, c'est une organisation très, très vaste et pour chaque ou la plupart des domaines de production, ils ont tous des campagnes, ils ont tous des manières de faire pour vous inciter à manger québécois. Encore une fois, je ne pourrais jamais autant insister. On a beaucoup de règlements, en fait, qui encadrent la production agroalimentaire et agricole au Québec. Il y a des produits qui arrivent avec pas le même standard, en fait, de qualité ou de respect de l'environnement qui, malheureusement, qui rentrent au Québec et qui ont une compétition déloyale, à mon sens, là, puis je pèse mes mots, envers les producteurs du Québec. L'Union des producteurs agricoles et leur fédération, en fait, l'ensemble de l'organisation derrière ça, c'est les producteurs qui vous nourrissent tous les jours. Donc, aussi, avec la campagne « On fait tous partie de la recette », on a des trucs pour vous relever le défi de manger local. Aliments du Québec, donc vous reconnaissez sûrement le logo, je pense que c'est un des logos agroalimentaires les plus connus au Québec. Il y a Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec, etc. Simplement, en épicerie, des fois, on voit les petites étiquettes bleues. Ça nous renseigne que les produits viennent d'ici. C'est quand même une bonne manière d'acheter localement, ou du moins acheter québécois lorsqu'on est en épicerie. Donc, je considère aussi que c'est des bons alliés pour relever ce défi-là. Et finalement, j'arrive à la dernière partie qui est les questions. Mais je voulais simplement vous parler de quelque chose. J'ai mon ami Martin qui était avec moi aujourd'hui, qu'on était copilote et pilote en s'échangeant ça. C'est quand même 6 heures de route pour venir chez vous. Hein. J'adore la route, c'était beaucoup mieux que lundi. Mais reste que Quetzal Kombucha, c'est une des entreprises agroalimentaires de notre territoire en Mauricie qui est intéressante. Donc, avec une pratique ancestrale, là, le kombucha vient de la région de la Mongolie, font des produits aussi avec le sapin baumier, par exemple, ou les baies de genévrier ici. Donc, c'est prendre une technique étrangère, et vraiment étrangère à chez nous, et des produits d'ici pour faire des produits qui sont extraordinaires. Je n'ai apporté, hein? Il fallait bien que je vous en nourrisse. Donc, à l'arrière, vous avez différentes saveurs. Martin va peut-être pouvoir répondre à vos questions. Ce n'est pas un champignon. Je suis en fait une matrice de levure et de bactéries. Donc, je voulais vous apporter un petit peu de la Mauricie et vous inviter à me poser des questions. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps aussi. Peut-être. Ah, parfait. Mais je vais rester ici avec vous jusqu'à 7 heures, puis je vais sûrement traîner à me couiller après. Merci. Je parlais vite peut-être, mais merci de votre attention.